de la République Alassane Ouattara a inauguré hier l'axe Azopé à Nibileko, section Ponkomo à Nibileko. L'axe DC l'est de la Côte d'Ivoire. Il va favoriser les conditions d'écoulement des produits vivriers et le déplacement des populations. Désormais, chaque premier samedi du mois sera consacré au grand nettoyage ici en Côte d'Ivoire. Et c'est une initiative du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. L'Autriche vote ce dimanche pour élire son président. Les électeurs devront départager deux candidats, le populiste Norbert Hofer et l'écologiste Alexander Van der Bellen. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Le magazine de ce dimanche a pour sujet la transformation de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. Notre invité est le docteur Koulibaly Adama. Il est le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD. Monsieur Koulibaly, merci d'avoir accepté notre invitation et puis à tout à l'heure pour les échanges. Merci, c'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous allons commencer ce journal avec deux télégrammes de la présidence de la République. Le premier est adressé au président élu de Gambie, M. Adama Barrow. Monsieur le Président, votre brillante victoire à l'élection présidentielle de Gambie le 1er décembre 2016 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, mes très chaleureuses félicitations auxquelles je joins des vœux ardents de bonheur et de succès dans l'exercice de vos futures fonctions, de même que de paix et de prospérité pour le peuple frère de Gambie. En vous confiant ce mandat, le peuple gambien vient de vous traduire localement son entière confiance et sa totale adhésion à votre programme pour conduire les destinées de votre pays. Et je saisis cette heureuse occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le deuxième télégramme est adressé à M. Yaya Jammeh, président sortant de la Gambie. Monsieur le Président, à l'issue de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier dans votre pays qui a vu le triomphe de la démocratie et de la liberté d'expression du peuple gambien, je voudrais vous exprimer toute mon appréciation pour la parfaite organisation du scrutin et son bon déroulement. Je salue le choix qui a été le vôtre de reconnaître le résultat tel que sorti des urnes et qui a donné la victoire à votre adversaire, M. Adama Barrow. Vous avez ainsi privilégié de préserver la paix et la stabilité dans votre pays. Je forme enfin des vœux de prospérité et de bonheur pour le peuple frère de Gambie. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré hier l'axe Azopé à Nibileko, section Ponkomoué à Nibileko. L'axe dessert l'est de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolé. Coupure symbolique du ruban par le président de la République, Alassane Ouattara, et voilà qui ouvre officiellement l'axe Ponkomoué à Bengoro à Nibileko. Ce, après 24 mois de travaux de rénovation au lieu de 36 comme initialement prévu. C'est à la fois un ouf de soulagement et un cadeau de fin d'année pour les populations de l'Indénié Guablin. Mot d'Ada mot, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, vous menez, nous le savons, une politique avant-gardiste. Comme le professeur Rémi Prudhomme, vous avez compris que la route du développement passe par le développement de la route. Long de 87 km et demi, l'axe Ponkomoué à Bengoro à Nibileko doit sa réfection au soutien financier de l'Union européenne. L'institution, selon son représentant en Côte d'Ivoire, est et entend rester le premier donateur de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, d'autres ouvrages suivront ceux déjà réalisés.
Nous allons, à partir de 2018, poursuivre à travers le 11e Fonds européen de développement un appui à hauteur de 28 millions d'euros pour développer le corridor Bamako-San Pedro et un autre de 9 millions d'euros pour réaliser des études de l'autoroute Abidjan-Lagos. Avec une durée de vie estimée à 15 ans, cette réalisation constitue un véritable chef-d'œuvre dont la Côte d'Ivoire, selon le ministre Patrick Haché, peut être fière. Cette voie entièrement refaite à neuf deviendra, avec la nouvelle route bitumée Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, que vous inaugurerez la semaine prochaine, l'une des plus belles routes de notre réseau ivoirien. De manière générale, les travaux ont consisté pour la chaussée en la reprise partielle des terrassements et son élargissement, en la mise en œuvre de nouvelles couches en béton bitumineux de 5 cm sur 2 fois une voie, en la reprise des ouvrages défectueux, en l'aménagement d'aires de stationnement en agglomération et dans les traversées des villes, dans le dédoublement de la voie du PK 104 au PK 111 dans la traversée d'Abengourou en 2 fois 2 voies et l'éclairage public réalisé dans cette ville. Et enfin, des travaux connexes comme des forages et la réalisation de clôtures d'écoles. Le coût des travaux s'élève à un peu plus de 41 milliards de francs CFA hors taxes, hors douane, sur financement de l'Union européenne pour 34 milliards et financement de l'État ivoirien pour 7 milliards de francs CFA. Le chef de l'État s'est dit heureux de livrer cet ouvrage aux populations de l'Indénié Guablin, lequel ouvrage fait partie de son ambition de doter la Côte d'Ivoire d'un meilleur réseau routier sur le continent. L'objectif du gouvernement est d'achever la réhabilitation du réseau bitumé les plus endommagés et de développer de nouveaux axes pour relier les grandes villes du pays. Et voyez-vous, en le faisant, ceci nous permettra également de relier les villes frontières aux pays voisins. Et cela va renforcer l'intégration régionale, développer le commerce interrégional. Je voudrais donc vous assurer que nous poursuivrons ce programme avec l'appui de nos partenaires au développement afin de redonner à la Côte d'Ivoire son image de pays leader en matière d'infrastructure. Quand j'étais Premier ministre de 90 à 93, la Côte d'Ivoire avait le meilleur réseau routier sur l'ensemble du continent, y compris l'Afrique du Nord. C'est donc dire à quel point la dégradation a été forte et accélérée. Notre ambition, c'est de retrouver notre place de pays leader en matière d'infrastructure. Et je suis convaincu que notre pays est promis à un grand avenir. Cela demande la cohésion, la paix. Tenant compte des doléances émises par les populations, le président de la République a promis la réalisation d'infrastructures sécuritaires et la poursuite de travaux de bitumage dans la région. Il a aussi remercié ses hôtes pour les nombreux présents qu'ils lui ont offerts. En retour, le chef de l'État leur a fait don d'une enveloppe de 13 500 000 francs CFA. Jérôme Kofi Abolin, hier samedi, un camion de transport de marchandises a terminé sa course en barrant la route sur la nationale A3. L'incident est intervenu à Sakiaré, village situé à 20 km de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, sur le tronçon Yamoussoukro-Tiebisso. Résultat, le trafic routier était bloqué. Léon Broukwame. Sakiaré, à 20 km de Yamoussoukro et à 14 autres de Tiebisso. Il est 18h30 ce samedi, impossible de circuler dans les deux sens de la nationale A3. À l'origine, ce mastodonte, il s'est mis de travers la route depuis 10h du matin. On a vu les voitures garées, c'est ça, il a dit à mes frères, ah, il paraît que la voiture qui est passée tout de suite, qu'il y a une dessus, il paraît que non, cette voiture-là a eu un accident là-bas, on est parti, on a vu que non. Et voit que peut-être là, en brousse. On ne peut pas gagner des passages pour passer. Voilà, l'embouteillage a fait aussi qu'on est garé ici, on ne peut pas passer. Vers 10h, 11h, on a garé ici. Mais comment ce camion en partance pour le Mali s'est-il emparé de la route? Est-ce du fait d'une panne?
du surpoids ou de l'inattention de son conducteur, ce dernier n'a pas le temps de répondre, préoccupé selon lui à trouver solution à ce carambolage. Une chose est sûre, lui et son mastodonte auront réussi à bloquer le trafic routier entre la capitale politique et les parties centre et nord du pays, voire l'interland, et ce sont les usagers qui en pâtissent. Nous sommes quittés Siboaké, nous on va Siboaflé. Nous avons marché, puisque notre cas est très loin d'ici, donc nous avons marché pour sortir dans ce village, puisque nous sommes en brousse, on ne peut pas rester là-bas. Ce matin, je suis passé par là, Biga, donc je fais mon retour depuis 17h. On m'attend en famille là-bas. Décharger le camion au profit d'un autre pour espérer libérer la route, exercice des membres de l'équipage aidés de badauds sous le regard impuissant des voyageurs. À noter que la gendarmerie arrivée en fin de matinée sur les lieux n'a pu rétablir l'ordre face à l'indiscipline des usagers de la route. Alors heureusement, le camion a pu être dégagé hier et le trafic a repris correctement. Deuxième grand titre de cette édition. Désormais, chaque premier samedi du mois sera consacré au grand nettoyage ici en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Objectif, inciter les populations vivant en Côte d'Ivoire à rendre leur cadre de vie propre. 9h30 ce samedi, la caravane de la salubrité est en marche. Direction Cocody, Treichville, Adjamé et Makori. Anne Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, va une fois de plus tenter de mettre de l'ordre dans les communes. Première escale, la Riviera. Ce que la dame dit, c'est vrai, c'est normal. Pour qu'on rende coin bien propre, c'est ça on veut la ville. On est prêt pour balayer même. Après la Riviera, toujours dans la commune de Cocody, qu'a permis sur le marché de Cocovico. Ici, heureusement, tout va bien. N'empêche, la ministre procède quand même à une séance de sensibilisation. Bien avant son arrivée, déjà, nous le faisions. Nous avons un service d'hygiène qui est dans le marché, qui s'occupe de la propreté jour et nuit. Le périple continue son cours. À Djamé, de Makassi à Williamsville, Anne Ouloto a chaque fois mis pied à terre pour interpeller quand les règles d'hygiène et de sécurité sont bafouées. Interpeller mais aussi féliciter et encourager, comme c'est le cas ici aux étapes de Treichville et de Makori. L'exercice était de rappeler aux Ivoiriens notre responsabilité dans la propreté de notre cadre de vie. Nous sommes tous responsables de la propreté de notre cadre de vie et nous devons l'entretenir. Et cela doit se faire grâce à des gestes simples. Ne pas jeter les ordures à terre, balayer devant sa maison, prendre en charge la propreté de son quartier. La caravane Grand Ménage est à son premier jour. Elle aura lieu le premier samedi de chaque mois et va concerner toutes les villes de la Côte d'Ivoire, où la ministre entend sensibiliser sur la salubrité et l'assainissement du cadre de vie. Et c'est un reportage de Malika Koulibaly. L'Union musulmane des associations et ONG féminines de Côte d'Ivoire, UMAOFOSI, a initié un projet de sensibilisation des femmes de 10 mosquées d'Abobo Ouest et Est aux bonnes pratiques d'hygiène. L'une des actions de terrain de cette union s'est tenue samedi. Mosquée d'Abobo Klouecha, sous un garde de cette mosquée, du matériel de nettoyage est stocké. Il est ensuite remis aux femmes de la mosquée pour qu'elles puissent en faire bon usage. Mais avant la remise de ce matériel, les femmes sont formées aux bonnes pratiques d'hygiène par des agents de la Nature, l'Agence nationale de salubrité urbaine. Avec cette structure, nous sommes en train de mettre les bases d'une véritable collaboration pour un mieux-être des Ivoiriens dans leur ensemble. Il nous appartient de passer par ces canaux pour atteindre véritablement notre cible. Une action de sensibilisation initiée par les femmes, réunies au sein de l'UMAOFSI, l'Union musulmane des associations et ONG féminines en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les caniveaux de part et d'autre, les marchés, tout le monde est là et ça ne bouge pas, les choses n'avancent pas. Donc nous sommes venus parler d'hygiène environnementale avec nos sœurs et pour leur dire que la maîtrise de l'hygiène profiterait vraiment à toutes les populations parce que ça éviterait beaucoup de maladies et très souvent ce sont nos enfants qui en pâtissent. L'Union musulmane des associations et ONG féminines en Côte d'Ivoire a été créée en 2010
La lutte pour l'alphabétisation des femmes est l'une de ses priorités. Elle envisage également d'initier un projet de sensibilisation et de dépistage bucco-dentaire dans les écoles confessionnelles. Un reportage de Wilfried Herman Givé. Nous revenons sur la 24e journée internationale des personnes handicapées. Cette journée a été célébrée dans la commune de Yopougon. Les personnes handicapées veulent que le gouvernement ivoirien les soutienne davantage. Malika Koulibaly. Ils sont handicapés. Malgré leurs difficultés à se déplacer, ils tiennent tout de même à prendre part à cette rencontre initiée par le RIESI, le réseau des institutions œuvrant pour les enfants handicapés. Il s'agit pour eux à cette 24e journée qui leur est dédiée de dénoncer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Aujourd'hui, nous avons par exemple des données qui nous permettent de voir qu'il y a des personnes handicapées qui ont été refusées dans des services. Dans le cadre du travail. On l'appelle, on dit « Monsieur, vous êtes retenu ». Lorsqu'il se présente, on voit que le regard de celui qui est en face est différent. Il prend le temps et après il revient et dit « Non, rentrez chez vous, on va vous rappeler ». Et chemin faisant, on se rend compte que quelqu'un d'autre a été recruté. Sur la fac, il y a des cours que je ne fais pas. Parce que les cours se déroulent à l'étage et moi je suis obligé d'attendre en bas, je récupère les documents de mes amis et puis je les mets à jour. Vous voyez. Donc, c'est pas facile. Défavorisés, parfois même rejetés. Pourtant, tout comme l'USAID, les handicapés de Côte d'Ivoire ne demandent pas plus que le respect de leurs droits. Nos priorités, ça sera d'abord l'éducation, la santé et l'accessibilité. Je pense que dans les 17 objectifs, c'est des éléments qui apparaissent clairement où on demande même des statistiques concernant spécifiquement les personnes handicapées. Donc ces 17 objectifs-là sont les bienvenus, mais les objectifs spécifiques-là qui s'adressent aux personnes handicapées sont des éléments très importants. Mais pour se faire accepter de la société, les handicapés savent qu'ils ont aussi un grand rôle à jouer. Quand on arrive à prouver qu'on est capable de faire une telle activité, alors du coup, la société ne peut pas nous rejeter. En gros, c'est une lutte que nous, les personnes handicapées, nous-mêmes, devons mener. La société ne va pas un beau jour comme ça dire, bon, venez, on vous accepte. Non, non, non. C'est à travers notre compétence, notre travail, qu'on va arriver à s'insérer dans la société. Et cela est valable pour les personnes dites bien portantes. En Côte d'Ivoire, des efforts sont faits par le gouvernement pour réduire les inégalités entre personnes handicapées et personnes valides. 300 de leurs ont récemment été recrutés dans la fonction publique, mais beaucoup reste encore à faire. Et le challenge demeure l'acceptation définitive des personnes handicapées dans la société. La Fondation Solidarité pour tous poursuit son programme d'aide et de partage au profit des démunis et des structures sociales d'accueil. Elle était dans la commune de Yopougon où elle a apporté des lots d'équipements à la pouponnière aux instituts des sourds et des aveugles de la commune. Thomas Guessambi. La pouponnière de Yopougon-Atier, centre d'accueil des orphelins, enfants en situation de vulnérabilité et de handicap. C'est ici que la Fondation Solidarité pour tous, conduite par sa présidente Fatima Solange Mapri, commence son action sociale teintée de communion et de partage dans la plus grande commune du district d'Abidjan. Par-delà les mots, ce sont des lots d'équipements que la Fondation offre à un établissement qui en avait grand besoin. Devant le geste, la directrice du centre et la représentante de la ministre en charge de la protection de l'enfant n'ont que des mots de gratitude. Dans la même dynamique, autre lieu visité par la Fondation et ses partenaires, l'école ivoirienne des sourds, le seul établissement pour malentendants et muets dont dispose le pays. L'état des installations montre bien les besoins du centre. Et c'est dans ce décor que Solidarité pour tous fait don de matériel en vivre et en non-vivre pour atténuer un tant soit peu l'ampleur du besoin. Dernière étape de cette caravane de charité, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Confronté lui aussi à de nombreuses difficultés qui plombent son fonctionnement, la délégation de Fatima Solange Mapri ne le visite pas seulement qu'avec de belles paroles, mais aussi avec de quoi aider les pensionnaires et leurs encadreurs. Dans tout cet élan de partage, la présidente de Solidarité pour tous s'est voulue l'avocat des structures visitées.
en demandant aux ONG et à bien d'autres bonnes volontés de lui emboîter le pas. Et nous allons rester dans la commune de Yopougon où l'organisation non gouvernementale Congrès islamique mondial a fait des dons d'une valeur de 61 millions de francs CFA des ONG qui ont en charge des enfants défavorisés de la commune. Du matériel médical, des tapis moquettes, 20 tonnes de dates, des Corans et des cartables d'une valeur de 61 millions de francs CFA. C'est le don de l'ONG Congrès islamique mondial aux ONG et associations en charge des enfants démunis. Objectif, soutenir les enfants en détresse, les couches défavorisées, mais aussi renforcer la cohésion entre les différentes communautés vivant à Yopougon-Sikoji. Nous œuvrons dans ce sens pour pouvoir aider les plus démunis, les pauvres et les nécessités. On prie Allah pour qu'il y ait la paix et la cohésion et la stabilité dans notre pays. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à l'ONG Congrès islamique mondial. Je suis content de voir mon cadeau. Je remercie Dieu, je remercie l'Islamique. L'ONG Congrès islamique mondial a déjà mené de nombreuses actions en faveur des couches défavorisées. Elle entend poursuivre les jours à venir ces actions de portée sociale dans les différentes communes du district d'Abidjan. Et c'est un reportage de Davis Oyo et Kone Parga Soro. Le Lions Club a désormais une représentation à Tiébissou, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, région du Bélier. La nouvelle équipe du Lions Club de Tiébissou a donc été installée. L'objectif est d'être plus proche des populations et améliorer leurs conditions de vie. Sita Soro. La nouvelle équipe dirigeante du Lions Club du Tchéwi de Tiébissou a été intronisée. La présidente et les membres de son bureau ont été présentés à l'Assemblée. Ayant pour mission le bien-être de la population, la charte régissant le bon fonctionnement du Lions Club a été remise à la présidente afin de mener à bien sa mission. Une occasion pour elle de présenter les grands axes de son programme. Vitaliano Gobo, gouverneur du district 403A2, région 31, qui rassemble les Lions de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, a exhorté la nouvelle équipe du Lions Club Tchéwi de Tiébissou à être au service de leur communauté. Le Lions Club est une organisation qui répond aux besoins humanitaires. Il est présent en Côte d'Ivoire depuis 1954. Comme chaque année, le port autonome de San Pedro teste son dispositif de sûreté et de sécurité pour cette année 2016. Il s'agit d'un exercice de simulation d'une attaque terroriste par voie terrestre et maritime de l'une de ses installations. Hugues Hervé Blé. Installation portuaire de San Pedro. Alors que l'activité s'y déroule de façon normale, un groupe de terroristes attaque par les plans terrestres et maritimes. Nous sommes là en plein dans l'exercice de sécurité 2016 du PASP. Le commando qui débarque sur le terminal polyvalent, tire en l'air, se dirige vers la capitainerie, prend en otage une dizaine d'employés, ensuite le contrôle de la vigie. L'objectif du commando, récupérer une cargaison de drogue dans l'un des navires. Alertés, les forces de sécurité s'organisent, mettent une cellule de crise en place pour coordonner les opérations, donnent l'assaut, neutralisent le commando et libèrent les otages. Une opération réussie par les forces de sécurité à la grande joie du directeur général du port autonome de San Pedro. Le port de San Pedro est un port sûr. C'est vrai, nous sommes certifiés code ISPS, mais que d'avoir un certificat, c'est une bonne chose, mais que de savoir pouvoir répondre de façon prompte, avec toute l'efficacité nécessaire, mais on l'a dit, dans une coordination totalement organisée et une mutualisation de l'ensemble des moyens, c'est extraordinaire. Une attestation de sûreté est remise au port autonome de San Pedro par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Le PASP, déjà certifié ISO 9001, est à la recherche d'une autre certification en sûreté en 2017 et entend continuer de tout mettre en œuvre pour y parvenir. La 6e édition du Tchologo Festival aura lieu du 26 au 31 décembre à Ferké, à Kong et à Ouangolodougou. L'annonce a été faite par le comité d'organisation du Dichi Festival. Ce festival né en 2011 permet aux populations malinké et sénéfo de faire connaître leur culture au monde entier.
Et c'est reparti pour le Tchologo Festival, cet événement qui fait la promotion de la culture malinké Senufo, un lieu d'expression touristique de la région du Tchologo. Du 26 au 31 décembre, Ferke, Kong et Wangolo vont vibrer au rythme des sonorités diverses. L'idée de la mise en place de Tchologo Festival vient du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à partager avec l'ensemble des cadres, avec l'ensemble de la diaspora du Tchologo et l'ensemble des populations locales, son amertume de voir que la région manquait d'activités fédératrices de tous ses filles et de tous ses fils. Créé en 2011, le Tchologo Festival est à sa 6e édition. Des innovations majeures sont prévues pour cette année. Cette année, nous avons décidé d'honorer les femmes en prenant pour modèle les femmes du Tchologo. Parce que toutes les personnes qui ont fait la région du Tchologo se rendent compte de combien nos mères, nos sœurs sont particulièrement dynamiques et prennent toute leur part dans le développement de la région. L'année dernière, l'événement culturel a drainé plus de 25 000 festivaliers. Pour cette année, les organisateurs veulent mobiliser plus de 30 000 personnes. Des concours de beauté, des concours culinaires, des prestations artistiques et des expositions vont marquer l'événement. Le groupe international congolais Werason va apporter une coloration nouvelle à la fête. Éric Goré, l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire de Kakoukro dans le département d'Adiaké, région du sud de Komou, a été célébrée par de nombreux fidèles venus de 4 coins du département. L'apôtre Yaobio, président fondateur des églises de Pentecôte de Côte d'Ivoire, était présent à la cérémonie pour soutenir le collège des pasteurs présent à Boussanogo. Au cours de cette rencontre spirituelle, plusieurs fidèles ont témoigné des bienfaits de l'Éternel et rendu hommage à tous les pasteurs qui tous les dimanches véhiculent la bonne parole au sein de l'église de Pentecôte de Kakoukro. Construite dès le départ en bambou, l'édifice qui célèbre ses 10 années d'existence est fait aujourd'hui en briques et à fière allure. Cette évolution, selon les hommes de Dieu de Kakoukro, est le fruit de la collaboration entre les autorités de la ville d'Adiaké, les ministres de Dieu garants de l'Évangile et la notabilité de la région du sud Komoué. 2006 à 2016, exactement, nous avons une période de 10 ans. Et nous avons trouvé utile de marquer cela dans le cœur des gens, et pour glorifier aussi Dieu. L'apôtre Yaobio, président des églises de Pentecôte de Côte d'Ivoire, a soutenu par des prières l'action des pasteurs de Kakoukro. Il s'est ensuite prêté à une séance de délivrance et de guérison par l'imposition des mains sur les fidèles et les pasteurs. Autre information, l'Autriche vote ce dimanche pour élire son président. Les électeurs devront départager 2 candidats, le populiste Norbert Hofer et l'écologiste Alexander Van der Bellen. Et cette élection est très attendue en Europe. Elle pourrait porter pour la première fois à la tête d'un État européen un président d'extrême droite. Autre information, des dizaines de milliers de Cubains ont rendu hier samedi soir un ultime hommage à Fidel Castro à Santiago de Cuba, berceau de sa révolution dans l'est du pays. Et ces funérailles se tiennent ce dimanche dans l'intimité. Et nous revenons en Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques poursuit ses efforts pour développer l'élevage et la pêche dans notre pays. Une des actions priorisées est le contrôle strict des différents projets mis en œuvre. La construction d'un débarcadère à Sassandra à hauteur de 13 milliards de francs CFA, la relance de la pisciculture continentale pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA, ce sont quelques-uns des projets mis en œuvre en ce moment au ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'aide du Japon. En plus de l'appui financier du Japon, l'agence de coopération japonaise JICA apporte une expertise technique dans la réalisation de ces projets pour assurer leur réussite. Un outil de suivi et évaluation a été donc élaboré de commun accord. Lorsqu'il s'agit de projets, il faut avoir de bonnes maîtrises, de bonne gestion de mise en œuvre, c'est nécessaire. L'inspecteur général du ministère des Ressources animales et halieutiques a présenté aux structures sous tutelle l'intérêt de se conformer aux normes établies dans le manuel.
Et Dr Sirima Diawara d'insister que le succès d'un projet ne dépend pas seulement du financement et de la main-d'œuvre. Un autre élément important, le contrôle strict de sa mise en œuvre. L'instrument de suivi et évaluation désormais disponible, les coordonnateurs des projets sont les premiers invités à son application en vue de combler les insuffisances. Le magazine de ce dimanche a pour sujet la transformation de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. Notre invité est le docteur Koulibaly Chadama. Il est le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD. C'est bien ça, monsieur Koulibaly? C'est bien ça, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Noël Gagnon. Transformer localement l'ANACAD, un défi majeur pour la Côte d'Ivoire, parce que source de création de richesses, source de création d'emplois, enfin parce que la Côte d'Ivoire veut cesser de fournir les matières premières aux usines des autres. Comment s'y prendre? Voilà toute l'essence de l'organisation du CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD. 2 éditions déjà, l'une en 2014, l'autre en 2016. Avec une note particulière de satisfaction pour l'édition 2016, l'engouement des producteurs et l'intérêt notable des équipementiers. C'est une très bonne organisation, sur le plan d'organisation bien sûr, sur le plan de contenu, les visiteurs et surtout la participation de plusieurs pays qui viennent ici pour exposer leur savoir-faire en matière de transformation de noix d'acajou. C'est pratiquement du 200% en comparaison à ce qui a été fait à la première édition. Déjà en 2 éditions, ce salon commence à s'imposer comme l'une des plateformes uniques en son genre en Afrique et me dit-on à travers le monde. L'autre note progressive, la plateforme mise en chantier en 2014 a connu sa finalisation et une confirmation des pays par la signature du document. Signe de leur volonté à mettre en place cet outil d'importance stratégique pour la filière cajou. La mise en place de la plateforme nous ouvre des nouvelles perspectives. Par exemple au niveau de la recherche et de l'innovation, par exemple au niveau du financement. Nous pourrions assister à une sorte d'échange entre les acteurs économiques pour aborder très concrètement la question de l'investissement et du financement dans le secteur. Nous pensons, nous espérons que la plateforme nous permettra, de transformer la structure même de notre économie. Seulement voilà, les objectifs fixés, à savoir atteindre un taux de transformation de 50% en 2015 et 100% en 2020, semble être un défi difficilement réalisable. Alors, question, que faire de façon objective pour améliorer sensiblement le taux de transformation actuellement de l'ordre de 10%. Autrement dit, que va faire le Conseil coton ANACAD pour résoudre cette équation déterminante pour la Côte d'Ivoire qui fonde beaucoup d'espoir dans cette filière à forte valeur ajoutée. Nous allons revenir sur les 2 questions de notre confrère Noël Gagnon, mais ce sera pour tout à l'heure. Comment se porte la filière ANACAD, M. Koulibaly? La filière ANACAD se porte bien, j'allais même dire très bien. Alors, le prix du kilogramme de cajou est estimé à combien aujourd'hui? Le gouvernement, en février dernier, a fixé le prix de la noix de cajou à 350 francs bord champ. Dès la première semaine, les prix se sont envolés et ont atteint 600 francs avec une moyenne, on peut dire, pour l'ensemble de la campagne, qui tourne autour de 500 francs le kilo. Donc voilà ce que les producteurs ont pu gagner cette année. De 350 francs à 600 francs. 600 francs, oui, voire même 650 dans certaines localités. 600 voire 650 francs, on peut aller au-delà, mais on ne peut pas aller... En réalité, lorsque le gouvernement fixe le prix, c'était le prix plancher. Et donc le gouvernement, pour cette campagne, a fixé le prix plancher à 350. Mais compte tenu du jeu de l'offre et la demande, les prix se sont envolés et se sont stabilisés autour de 500 francs avec beaucoup d'endroits où l'ANACA a été vendu à 600 francs, voire même 650 francs. Et pour les petits malins qui voudraient bien réduire le prix du kilogramme? Il n'y a pas de marge de manœuvre.
Non, absolument pas de marge de manœuvre parce que nous avons des comités de veille, nous avons les autorités préfectorales, nous avons nos agents et nous avons les forces de l'ordre qui sont à leur trousse. Ils n'ont pas de marge de manœuvre, je peux vous l'assurer. Alors, de 350 francs à 600 francs, il y a quand même de nouveaux risques. C'est bien payé. Le kilogramme de l'anacarde, le paysan peut bien gagner sa vie si tout est bien organisé. Il y a de nouveaux risques tout de même. Oui, il y a de nouveaux risques, mais ces risques sont des risques qui sont déjà connus dans d'autres filières comme le cacao. Et à ces risques, parce que l'anacarde a pris de la valeur ces dernières années. Tout à fait. Autrefois, donc, l'anacarde présentait très peu d'intérêt pour l'économie. Et aujourd'hui, un camion de 30 tonnes, j'allais dire en termes de revenus, c'est l'équivalent d'un camion citerne de gasoil de 30 000 litres. Donc vous voyez, le calcul est vite fait. Et donc on peut dire que la filière est victime de son propre succès. Alors il faut donc sécuriser les producteurs, les transformateurs, sécuriser le secteur. Absolument. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une plateforme avec donc, les forces de l'ordre, les autorités préfectorales et sous-préfectorales, les transporteurs, les acheteurs, les exportateurs. Et donc cette plateforme donc, va adresser toutes les questions de la sécurité et va définir également le mode